Bonjour et bienvenue à cette présentation portant sur des approches et des stratégies pour développer les habiletés sociales chez les individus ayant un TSA. Une des caractéristiques fondamentales du TSA est la présence de déficits persistants au niveau de la communication et des interactions sociales. D'ailleurs, le sujet du dernier webinaire du partenariat d'apprentissage en autisme était justement le TSA et les interactions sociales. Lors de cette présentation, nous avons discuté des déficits au niveau des habiletés sociales chez les apprenants ayant un TSA, de l'importance de développer ces habiletés, des façons pour identifier les habiletés sociales prioritaires, ainsi que l'enseignement de compétences comportementales. Si vous vous rappelez, c'est une approche fondée sur les données probantes qui favorise l'apprentissage des habiletés sociales. Si vous n'avez pas eu la chance de suivre la première partie de ce webinaire, vous pouvez y accéder en visitant le site web du partenariat d'apprentissage en autisme et l'adresse sera affichée à la fin de cette présentation. Toutefois, veuillez noter que vous pouvez facilement suivre cette deuxième partie, même si vous n'avez pas encore écouté la première. Alors, voici les objectifs d'apprentissage pour ce webinaire. À la suite de cette présentation, vous devriez être en mesure de comprendre comment utiliser le modelage et le modelage par vidéo pour appuyer le développement d'habiletés sociales, identifier et expliquer les types de modelage par vidéo, les facteurs qui influencent l'efficacité du modelage par vidéo, ainsi que les étapes nécessaires à sa mise en œuvre. Vous pourrez aussi connaître et comprendre des approches et des stratégies qui sont efficaces pour appuyer le développement d'habiletés sociales chez les apprenants ayant de grands défis et connaître et comprendre les étapes nécessaires à la planification d'interventions en environnement habituel. La première approche sur laquelle nous nous attarderons dans le cadre de cette présentation est le modelage. Si vous avez suivi la partie 1, vous vous souviendrez peut-être que le modelage est une étape importante de la stratégie nommée l'enseignement des compétences comportementales, aussi connu comme l'ECC. En plus d'être une étape essentielle à l'ECC, le modelage peut également être une stratégie utilisée seule. Nous avons donc choisi d'approfondir le sujet afin de mieux préciser comment préparer et mettre en œuvre le modelage. Essentiellement, le modelage consiste à ce que l'apprenant observe une autre personne qui effectue correctement le comportement ciblé. Le modelage sert d'exemple pour l'apprenant de ce qui est attendu de lui. Toutefois, avant d'opter pour la stratégie du modelage pour enseigner des habiletés sociales ou une autre habileté, certaines compétences préalables sont nécessaires. Il faut premièrement s'assurer que l'apprenant possède des compétences de base en imitation. Si l'apprenant a un déficit au niveau des habiletés d'imitation, celles-ci doivent d'abord être enseignées car elles sont essentielles au modelage. Il est également important que l'apprenant puisse effectuer certaines parties de la composante du comportement ciblé. Par exemple, si on veut modeler la compétence amorcer une conversation avec un ami, l'apprenant doit avoir le vocabulaire nécessaire ou savoir utiliser un système de communication alternatif. Finalement, l'apprenant doit pouvoir porter attention au modèle suffisamment longtemps pour observer le modelage du début à la fin. En plus de posséder des habiletés d'imitation, d'avoir maîtrisé certaines composantes du comportement ciblé et de pouvoir maintenir son attention, plusieurs autres facteurs peuvent influencer le modelage. D'abord, obtenez l'attention de l'apprenant avant de débuter le modelage. Si l'apprenant est distrait, il pourrait manquer des éléments clés de votre modelage. Voici quelques suggestions pour attirer l'attention de l'apprenant. Vous pouvez le nommer par son nom, attendre qu'il vous regarde et demande-lui de prêter attention à ce que vous faites. Utilisez la stratégie d'abord et ensuite. Par exemple, vous pouvez dire d'abord, je vais te montrer comment demander à un ami de jouer avec toi et tu vas t'exercer. Ensuite, nous pouvons jouer au ballon.
Le deuxième choix de la personne qui agit en tant que modèle peut également avoir une influence sur l'efficacité du modelage. En effet, il est préférable que le modèle ait des caractéristiques semblables à celles de l'apprenant. Par exemple, si vous travaillez avec une jeune fille de 10 ans qui doit apprendre comment se joindre à un groupe ou une conversation avec ses pairs, il est préférable que le modelage soit fait par une fille ayant approximativement le même âge qui se joint à une conversation d'un groupe d'amis qui ont également le même âge. Le modèle peut aussi être effectué par une personne signifiante pour l'apprenant, comme un parent, un frère, une sœur, un ami, un enseignant, etc. Selon les besoins de l'apprenant, il est parfois préférable que le modèle ne soit pas l'enseignant. Il peut donc être nécessaire de former la personne qui agira comme un modèle avant que le modelage ait lieu. Si c'est le cas, il faut prévoir du temps pour permettre à la personne modèle de s'exercer au préalable. Un autre aspect à considérer lorsqu'on modélise une habileté quelconque est de démontrer la conséquence qu'obtient le modèle lors du modelage. Si une conséquence est favorable suite au comportement du modèle, l'apprenant pourrait être un peu plus motivé à maintenir ou manifester lui-même ce comportement. Par exemple, si le modèle fait une démonstration de la compétence se joindre à une conversation et qu'on voit un peu plus loin dans cette conversation que le groupe de jeunes rit, puis ils ont du plaisir à discuter ensemble, l'apprenant pourrait mieux comprendre les bienfaits de se joindre à une conversation que si le modelage se termine brusquement lorsque le modèle s'est joint au groupe. Il est important de considérer la complexité de la compétence modélisée. En effet, le comportement devrait être approprié et convenir aux habiletés de l'apprenant. Par exemple, une habileté comme se joindre à une conversation serait trop complexe pour un apprenant qui a encore de la difficulté à s'approcher des autres ou qui ne peut pas tolérer la proximité d'autrui. Il faudrait d'abord travailler ces comportements au préalable. Dans le même ordre d'idée, il est parfois nécessaire de décortiquer ou diviser une compétence en plusieurs étapes et de travailler chacune de ces étapes individuellement. Il faut également éviter les exemples trop complexes ou trop longs car on risque de perdre l'intérêt de l'apprenant. N'oubliez pas, si l'attention de l'apprenant n'est pas soutenue, il risque de manquer des éléments importants du modelage. Il est aussi favorable que le contexte du modelage reflète les situations réelles dans lesquelles le comportement devrait avoir lieu. Dans la mesure du possible, le modelage devrait avoir lieu dans un endroit où la compétence serait normalement manifestée. Par exemple, si on veut que l'apprenant attend son tour lorsqu'il est en file à la cafétéria, le modelage devrait avoir lieu à la cafétéria. Finalement, il est important que le modelage soit répété autant de fois que nécessaire. Le modèle peut se permettre d'ajuster le modelage aux besoins spécifiques de l'apprenant lors de chaque répétition. L'incitation et le renforcement, deux autres pratiques fondées sur les preuves, sont souvent utilisées de pair avec le modelage. D'ailleurs, il a été démontré que le modelage est plus efficace lorsqu'il est jumelé avec l'incitation et le renforcement. Les incitations sont des indices utilisés pour aider l'apprenant dans l'exécution d'une habileté pour assurer qu'il l'accomplisse correctement. On utilise habituellement des incitations lorsqu'on enseigne une nouvelle compétence et on les estompe dès que l'apprenant peut manifester la compétence de manière autonome. Les incitations peuvent prendre différentes formes, telles qu'une incitation physique, gestuelle, verbale, textuelle ou visuelle. À titre d'exemple, on pourrait faire un modelage pour la compétence saluer les autres avant que l'apprenant monte dans l'autobus. Lorsque l'apprenant se rend à l'autobus, l'adulte pourrait se placer à l'extérieur du véhicule pour l'inciter à saluer le chauffeur de l'autobus en montant. Il pourrait utiliser l'incitation physique, où l'adulte pourrait lever la main de l'apprenant pour l'amener à saluer le chauffeur.
l'incitation gestuelle en pointant le chauffeur, l'incitation verbale en donnant un rappel verbal à l'apprenant de saluer le chauffeur, ou l'incitation textuelle en montrant le mot bonjour à l'apprenant, ou encore une incitation visuelle en lui montrant une image de quelqu'un qui fait des salutations. Le renforcement se produit lorsqu'un objet ou une activité est offerte à la suite du comportement ciblé et augmente ou maintient la probabilité que ce comportement se produise à nouveau. Au début de l'enseignement, on utilise le renforcement continu, c'est-à-dire qu'on renforce l'apprenant chaque fois qu'il manifeste le comportement ciblé afin d'augmenter la fréquence du comportement. Lorsque l'apprenant maîtrise la compétence, on estompe le renforcement en utilisant un renforcement intermittent, c'est-à-dire qu'on renforce certaines occurrences du comportement et d'autres non. On fait également le transfert vers des renforçateurs qui surviennent plus naturellement dans l'environnement, comme les interactions positives avec les autres. Pour plus d'informations au sujet du renforcement, veuillez visiter notre site web où vous trouverez un webinaire justement à ce sujet. Comme nous l'avons mentionné, le modelage peut également être présenté sous forme vidéo. Le modelage par vidéo est une intervention où l'apprenant visionne une vidéo dans laquelle un modèle démontre le comportement ciblé. L'apprenant doit par la suite imiter le comportement. Auparavant, le modelage vidéo pouvait être perçu comme un processus long et laborieux nécessitant du matériel qui n'était pas toujours disponible ou à la portée de la main. Toutefois, avec le développement des technologies modernes et l'arrivée du téléphone intelligent, tout le matériel nécessaire pour effectuer un modelage par vidéo de qualité est maintenant à notre disposition. Il y a plusieurs avantages de choisir cette intervention lorsque des compétences sociales sont enseignées à des apprenants ayant un TSA. À titre d'exemple, le modelage vidéo offre la possibilité d'utiliser différents types de présentations et de mettre en évidence certaines particularités de la compétence. En effet, il est possible d'arrêter la vidéo à des moments stratégiques afin de placer plus d'importance sur certains éléments ou de commencer la vidéo à un moment précis. De plus, ce format assure des interventions cohérentes, répétitives et structurées parce que le modelage demeure le même lors de chaque visionnement. Sans oublier que certains apprenants ont un intérêt accru pour la technologie, ce qui peut favoriser leur motivation et leur attention. Le modelage par vidéo peut prendre différentes formes. Le modelage simple a lieu lorsqu'une tierce personne, un père, un parent ou une autre personne, effectue le comportement ou l'habileté ciblée. Par exemple, si un élève apprend à inviter un ami à jouer, il pourrait regarder une vidéo d'un autre jeune qui invite un ami à jouer. Lors du modelage par soi-même, on filme l'apprenant qui effectue le comportement ou l'habileté ciblée. Dans ce cas, on filmerait l'apprenant alors qu'il invite un ami à jouer. Bien sûr, pour effectuer ce type de modelage, l'apprenant doit être capable de manifester le comportement ciblé. Ce type de modelage pourrait être utilisé pour rappeler quand et dans quel endroit on manifeste le comportement. Le modelage d'un point de vue montre la perception du modèle, un apprenant ou une personne, lorsqu'il effectue la compétence ou l'habileté. Dans ce style de vidéo, on ne voit pas le modèle au complet, mais uniquement certaines parties. C'est comme si la caméra adopte la vision de la personne qui fait la tâche. Par exemple, si on effectue un tel modelage pour la compétence inviter un ami à jouer, on devrait voir dans la caméra ce que l'apprenant verrait s'il manifestait cette même compétence. On retrouve aussi l'incitation vidéo qui est utilisée pour une compétence qui peut être divisée en plusieurs étapes. La vidéo montre un exemple de chaque partie de la compétence.
et une pause est prise entre chaque partie pour que l'apprenant puisse mettre en pratique la partie de la compétence visionnée. Ce même processus est répété jusqu'à ce que la séquence soit complète. Par exemple, on pourrait diviser la compétence inviter un ami en différentes étapes et montrer une étape à la fois à l'apprenant. Il va de soi que le modelage par vidéo peut demander plus de préparation et de ressources que le modelage en personne, étant donné qu'on doit filmer le comportement au préalable. Toutefois, plusieurs stratégies gagnantes peuvent être mises en place afin de faciliter le tout. Il faut premièrement bien identifier le comportement qui doit être modélisé. Il faut parfois entraîner le modèle, ce qui peut impliquer l'utilisation d'un script et des exercices. Lorsque vient le temps de filmer la vidéo, il est préférable de réaliser le tournage dans l'environnement habituel. Si c'est possible, utilisez les lieux où l'apprenant devra adopter cette compétence. Lors du montage de la vidéo, il est possible d'ajouter des titres, des intertitres, des explications verbales, etc. Il faut également éviter les vidéos trop longues. En règle générale, un maximum de 2 à 3 minutes est recommandé. Avant de passer à l'étape du visionnement, il faut préparer le lieu, c'est-à-dire limiter les distractions et s'assurer que l'éclairage soit propice au visionnement. Si l'apprenant doit utiliser du matériel lors de la pratique à la suite du visionnement, il faut s'assurer de l'avoir à la portée de la main. Prenons quelques instants pour vérifier notre compréhension jusqu'à présent. À l'énoncé, il n'y a aucune compétence prérequise au modelage. Est-ce que cet énoncé est vrai ou faux? Alors, si vous avez choisi faux, vous avez raison. L'imitation, en fait, est un prérequis au modelage. Il est aussi important que l'enfant soit capable de porter attention à la vidéo pendant sa durée et possède les habiletés requises pour effectuer le comportement ciblé. Chez les apprenants qui ont de grands défis sur le plan de la communication et des interactions sociales, certaines des stratégies mentionnées jusqu'à présent pourraient être difficiles à mettre en place. Chez les apprenants qui ont une capacité d'attention très limitée, qui ne maîtrisent pas l'imitation ou qui ont de la difficulté à comprendre une consigne simple, il faut parfois utiliser d'autres stratégies pour développer des habiletés sociales. D'abord, il est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'un apprenant a de grands défis sur le plan du langage qu'il ne peut pas développer des habiletés sociales. Bien que le langage contribue grandement aux interactions sociales, il est possible de socialiser sans parler. Il faut donc se rappeler de fixer des objectifs d'apprentissage pertinents liés aux habiletés sociales pour les apprenants, même s'ils démontrent des défis importants au niveau langagier. Pensez au nouveau-né. On le salue, on lui sourit, on lui parle, même si on sait qu'on n'aura pas de réponse verbale de sa part. On continue à échanger avec lui dans le but de l'aider à développer ses habiletés. Éventuellement, le bébé va possiblement sourire, émettre des sons, tourner son visage vers les voix et faire des contacts visuels. On dit que le bébé communique et qu'il socialise. Pourtant, il ne maîtrise pas encore le langage verbal. On peut aussi penser aux enfants qui parlent différentes langues et qui jouent ensemble, même s'ils ne se comprennent pas. Grâce à l'imitation, aux gestes, au modelage, ils arrivent à socialiser. Voici certaines stratégies qui peuvent être mises en œuvre auprès de tous les apprenants, mais qui pourraient être efficaces chez les apprenants qui présentent de grands défis sur le plan de la communication et des interactions sociales. Premièrement, choisir des objectifs pertinents et atteignables. Il faut aussi considérer la motivation de l'apprenant.
On peut apparier ou associer des objets préférés aux interactions sociales et finalement employer l'intervention en milieu habituel. Il est toujours important de cibler une priorité avant de débuter une intervention, mais il est encore plus important de cibler un objectif pertinent et atteignable pour les apprenants qui ont de grands défis. Premièrement, l'objectif doit être pertinent et doit contribuer au cheminement de l'apprenant. La liste de compétences potentielles à travailler pourrait être assez longue pour certains. Mais toutes ces compétences sont-elles essentielles? Les compétences essentielles contribuent au développement de d'autres compétences ou peuvent être préalables au développement de d'autres compétences. Souvent, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, ces compétences essentielles font obstacle au développement des habiletés sociales. Pensons par exemple à la compétence s'approcher des autres. C'est une compétence qui peut être considérée comme étant essentielle, car l'apprenant qui ne manifeste pas cette compétence ou cette habileté ne sera pas en mesure d'amorcer et de maintenir des conversations avec les autres, de se joindre à un jeu avec ses pairs ou d'établir et maintenir des relations d'amitié avec l'autrui. Lorsque vous regardez la liste des compétences potentielles à travailler chez l'apprenant, est-ce que certaines d'entre elles pourraient être essentielles? Si oui, il faudrait les cibler en premier. Il peut également être nécessaire de décortiquer ou diviser un objectif en plusieurs petits objectifs atteignables de sorte que l'apprenant puisse atteindre des petites cibles et vivre du succès de façon continue. Par exemple, reprenons la compétence s'approcher des autres. On pourrait décortiquer cette compétence en plusieurs petites étapes comme suit. Objectif 1A. L'apprenant s'approche d'une personne connue qui lui offre un objet préféré. Objectif 1B. L'apprenant s'approche d'une personne connue qui tient un objet préféré. Objectif 1C. L'apprenant s'approche d'une personne connue qui l'interpelle, et etc. Le choix de l'objectif à travailler peut favoriser le succès de l'intervention. Une autre stratégie que l'on peut employer auprès des apprenants ayant de grands défis au niveau de la communication et des interactions sociales est de trouver ce qui le motive, c'est-à-dire ce qui pourrait l'encourager à émettre un comportement particulier. Par exemple, si un apprenant adore jouer au ballon, on peut utiliser le ballon pour travailler certaines compétences telles que faire une demande ou s'approcher de l'autre ou partager du matériel ou encore s'intégrer à un jeu. Certains apprenants pourraient être très motivés par les interactions sociales avec les autres, même s'ils ont de grands défis dans ce domaine. Le simple fait de pouvoir interagir avec d'autres peut ainsi être motivant. On peut donc planifier des activités avec d'autres pairs et profiter pour travailler certaines compétences. Par contre, certains apprenants ne sont pas motivés par les interactions sociales avec les autres. D'ailleurs, certains voudraient même les éviter à tout prix. Pour ces apprenants, il faut généralement utiliser des objets tangibles et motivants afin de les encourager à émettre certains comportements. Il serait important de commencer avec des objets qui sont assez faciles à atteindre afin de rendre les activités plaisantes. Petit à petit, en appareillant différents objets motivants à différentes activités avec différentes personnes, l'apprenant pourrait être de plus en plus à l'aise et motivé par ces activités. Nous discuterons plus en détail à la prochaine diapositive. Mais lorsqu'on considère la motivation d'un apprenant, il faut également considérer les facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer la motivation. Afin d'augmenter la motivation d'un apprenant, il faut utiliser une variété d'objets ou d'activités motivantes. Si on utilise trop souvent le même objet ou la même activité, l'apprenant pourrait s'en lasser
et ainsi être moins motivé à émettre les comportements ciblés. Reprenons l'exemple du ballon. Si l'apprenant est très motivé par le ballon et on planifie un jeu avec 2 ou 3 amis à plusieurs reprises durant quelques semaines, il se pourrait qu'après quelques séances, l'apprenant ne soit plus motivé par le ballon. Il faudrait tenter de trouver une variété d'objets ou d'activités ou de jeux qui garderont l'effet motivateur. Des objets nouveaux, différents ou habituellement non accessibles peuvent augmenter la motivation d'un apprenant. Comme mentionné, il est possible que certains apprenants ne soient pas motivés par les interactions sociales avec les autres. Autrement dit, les conséquences qui surviennent naturellement durant les interactions sociales ne soient pas renforçantes pour certains individus. Une conséquence, si on se souvient bien, est un événement, un objet, une action qui survient immédiatement après un comportement et qui a un effet sur la probabilité que ce comportement se reproduise ou non dans l'avenir. Par exemple, prenons un enfant qui aide un camarade de sa classe et l'enseignante le félicite devant toute la classe. Si cette conséquence est renforçante pour l'enfant, il est probable que ce dernier continue d'aider ses camarades. Par contre, pour certains enfants, il se pourrait que des éloges offerts devant toute la classe soient gênants et lui causent un malaise. Pour cet enfant, il est probable qu'il ne répète pas ce comportement dans le futur. Il s'agit évidemment d'un exemple très simplifié du concept, mais si vous souhaitez en apprendre davantage, rendez-vous sur notre site web et visionnez le webinaire intitulé Adieu les mythes, tout sur l'analyse appliquée du comportement. Lorsqu'une conséquence non renforçante, par exemple un malaise, un sentiment désagréable, survient à la suite de certains comportements, il est probable que l'individu ne soit pas motivé à répéter ces comportements. Donc, si chaque fois qu'un apprenant se joint à ses pairs pour jouer avec eux, les pairs parlent fort et que c'est une conséquence non renforçante pour l'apprenant, ce dernier pourrait cesser de se joindre à ses pairs ou éviter les interactions avec eux. Lorsqu'on remarque qu'un apprenant semble éviter certaines situations ou n'est simplement pas motivé devant certaines situations, il faut examiner les conséquences. Il est probable que les conséquences qui suivent le comportement de l'apprenant ne soient pas renforçantes pour lui. Il est donc important d'observer et d'analyser les conséquences qui suivent habituellement le comportement lorsqu'il communique ou interagit avec les autres. Il est possible d'effectuer certaines petites modifications à l'environnement afin de s'assurer que les conséquences soient renforçantes pour l'apprenant et qu'elles le motivent ainsi à manifester les comportements ciblés en lien avec la communication et les interactions sociales. Tout d'abord, si certaines conséquences semblent être non renforçantes pour l'apprenant, ce qui est démontré par le fait qu'il n'est pas motivé de manifester les comportements ciblés en lien avec la communication et les interactions sociales, il pourrait être possible d'éliminer complètement ou partiellement certaines variables de l'environnement. Par exemple, si le bruit est une conséquence non renforçante pour l'apprenant, il pourrait être possible de demander au père de parler moins fort ou de guider l'apprenant vers d'autres groupes de pairs qui parlent naturellement moins fort. Évidemment, augmenter la tolérance au bruit pourrait être une compétence à travailler chez l'apprenant, mais comme mentionné auparavant, il est impossible de travailler toutes les compétences ou les habiletés en même temps. Par contre, si la tolérance au bruit est une compétence essentielle qui a un effet sur plusieurs autres sphères de la vie de l'apprenant, on pourrait choisir de cibler cette compétence immédiatement. De cette manière, le bruit, qui était initialement une conséquence non renforçante, n'aurait plus ce même effet pour l'apprenant. Lorsqu'on prend le temps d'observer attentivement les variables de l'environnement dans lequel s'inscrit le comportement d'un individu, il est possible d'identifier certaines variables qui pourraient être modifiées ou éliminées afin d'augmenter les chances que le comportement ciblé de l'apprenant continue à se produire. Par contre,
Parfois, il n'est pas possible d'éliminer complètement certaines variables de l'environnement. Si c'est le cas, on peut tenter d'inclure des conséquences très renforçantes afin de minimiser les effets des conséquences moins renforçantes. En d'autres mots, s'il y a une conséquence non renforçante, telle le bruit, et on ne peut pas l'éliminer, on pourrait tenter d'inclure une ou plusieurs conséquences très renforçantes afin de minimiser l'effet négatif du bruit. Comme par exemple un enfant, si c'est très bruyant lorsqu'on rentre de la récré, on pourrait leur permettre d'écouter un court livre audio en attendant que tout le monde s'installe confortablement pour continuer la classe. Pour certains individus, très peu d'objets ou d'activités ont un effet naturellement renforçant. Il pourrait donc être difficile d'inclure des conséquences renforçantes qui motiveront l'apprenant à manifester les comportements ciblés. L'appariement est une stratégie qui implique le jumelage de deux ou plusieurs objets ou activités ou événements afin d'augmenter leur valeur. Par exemple, il est possible que maintenir une simple conversation avec une autre personne ne soit pas une activité renforçante pour un apprenant. Il pourrait ainsi être difficile de le motiver à développer différentes compétences en lien avec cette habileté sociale. Toutefois, si l'apprenant a un intérêt pour les jeux vidéo, et le père et l'apprenant pourraient discuter de ce sujet pendant que l'apprenant pratique certaines techniques liées à la maintenue d'une conversation. Dans ce cas-là, les jeux vidéo ont été appareillés à la conversation avec les pairs afin que la conversation devienne quelque chose de renforçant pour lui. En répétant cet exercice, possiblement avec d'autres pairs et avec d'autres sujets préférés de l'apprenant, il pourrait être possible de transformer des conséquences non renforçantes en conséquences renforçantes et ainsi augmenter les chances que l'apprenant veuille continuer de manifester les comportements appris. Il est aussi possible pour l'apprenant de développer un lien initial avec une autre personne en appareillant cette personne à un objet préféré. Par exemple, en jouant au ballon avec l'apprenant, l'adulte est appareillé au ballon, elle est associée au ballon et peut ainsi avoir un effet renforçant auprès de l'apprenant. Lorsqu'une personne s'associe à une conséquence renforçante, elle crée un lien qui lui permet de gagner la confiance de l'élève. Un facteur lors du développement des habiletés sociales est de s'assurer que l'apprenant s'approche des autres et qu'il accepte que l'on s'approche de lui. Dans certains cas, il faut peut-être se concentrer d'abord sur le jeu pour encourager ce lien de confiance. Complétons l'énoncé suivant. Les compétences essentielles non développées A. Ne pourront jamais être développées. B. Font souvent obstacle au développement des autres compétences. Ou C. Ont toujours des compétences préalables qui doivent être développées en premier. Si vous avez choisi B, vous avez raison. Les compétences essentielles, s'ils ne sont pas développées, ils peuvent faire obstacle au développement de d'autres compétences. Regardons ensemble l'exemple suivant. Disons que Justin a de la difficulté à réagir à son prénom. Maryse, son assistante en éducation, utilise le train avec lequel il veut jouer pour attirer son attention vers elle lorsqu'elle le nomme. Elle place le train dans le champ visuel de Justin et le rapproche de son visage lorsqu'elle le nomme afin qu'il suive le train des yeux jusqu'à ce qu'il la regarde. Elle le renforce en lui disant « Bravo, tu me regardes lorsque je te nomme » et elle joue au train avec Justin. Quelle stratégie Maryse emploie-t-elle? A. Cibler une compétence essentielle. B. S'associer au renforçateur. C. Utiliser la motivation. Ou D. Toutes ces réponses.
Si vous avez choisi D, toutes ces réponses, vous avez raison. Réagir à son prénom est une compétence essentielle. De plus, Maryse utilise le train que Justin veut comme renforçateur et il est donc motivé à répondre. Elle joue également avec lui lorsqu'elle lui remet le renforçateur. Les interventions dans l'environnement habituel sont des interventions comportementales qui sont mises en œuvre durant les routines ou les activités quotidiennes de l'apprenant. Autrement dit, ces interventions sont intégrées de façon naturelle aux activités que pratique déjà l'apprenant, ce qui favorise la généralisation des compétences en contexte réel. Elles peuvent être mises en œuvre avec des apprenants ayant différentes forces et défis sur le plan des compétences langagières et sociales. Et de plus, ce type d'intervention peut facilement être mis en œuvre dans différents contextes, que ce soit à la maison, dans la communauté ou à l'école, et même dans le cadre d'une diversité de routines quotidiennes. Les interventions en milieu habituel doivent être basées sur les intérêts de l'apprenant. Elles peuvent être planifiées, mais il est également possible de profiter d'occasions qui se présentent spontanément afin de travailler certaines compétences avec l'apprenant. Voici différents exemples d'occasions où des interventions dans l'environnement habituel pourraient être mises en œuvre à la maison, à l'école ou dans la communauté. Pendant les repas ou la collation, incitez l'apprenant à faire des demandes, verbales ou non, lorsqu'il démontre qu'il désire de la nourriture ou une boisson. Durant une discussion avec tous les membres de la famille, pratiquez la compétence « rester sur le sujet ». Lors de temps de jeu, jouez avec l'apprenant et discutez de différents sujets en mettant l'accent sur le tour de parole. Jouez près de l'apprenant avec un jeu préféré afin de l'encourager à s'approcher de vous pour jouer. Lorsque l'apprenant se prépare à sortir, attendre que l'apprenant vous demande de l'aide pour monter sa fermeture éclair ou attacher ses lacets. Lors des sorties dans la collectivité, encouragez l'apprenant à commander son repas au restaurant. Incitez l'apprenant à sourire aux gens lorsqu'il le salue. Travaillez l'attention conjointe en encourageant l'apprenant à porter son regard vers différentes choses que vous lui montrez. Par exemple, regarde le gros camion. Les interventions dans l'environnement habituel sont menées durant des activités ou des routines quotidiennes et doivent tenir compte de la motivation de l'apprenant. On dit parfois que ces interventions sont menées par l'apprenant car on se base sur ses intérêts afin de cibler les meilleurs moments pour intervenir. Donc, il est très important de s'assurer que la routine ou l'activité que l'on choisit pour mettre en œuvre ce type d'intervention contient un élément motivant pour l'apprenant. Dans l'exemple suivant, on voit qu'il est possible de travailler deux compétences différentes en considérant un seul élément motivateur chez l'apprenant. Si l'apprenant adore le gâteau au chocolat, on pourrait tenter de l'inciter à faire une demande en lui offrant un morceau de gâteau sans fourchette. Puisqu'il est motivé à vouloir manger le gâteau, il devrait également être motivé à utiliser un geste, une vocalisation ou même un mot pour faire sa demande. Vous pourriez également travailler des compétences de collaboration, telles que partager et attendre son tour en préparant un gâteau avec l'apprenant, avec son frère, sa sœur ou même un ami. Bien que ces interventions se déroulent dans l'environnement habituel, il faut prévoir une certaine planification afin de s'assurer d'obtenir le résultat voulu. Voici une séquence d'étapes à suivre afin de mettre en œuvre une intervention dans l'environnement habituel. Tout d'abord, comme pour toute intervention, il est important d'identifier le ou les comportements ciblés. Il est préférable de définir les comportements en utilisant des termes observables et mesurables. Ensuite, vous devez connaître le niveau actuel de votre apprenant.
Qu'est-ce qu'il est capable de faire en ce moment? Est-ce qu'il maîtrise certaines parties de la compétence? Quels sont ses défis? Ces informations vous aideront à fixer votre objectif. Vous devez alors identifier certains contextes qui pourraient être propres à l'intervention. Pensez à l'horaire quotidien de l'apprenant. Quel moment serait propice pour travailler certaines compétences? Les routines quotidiennes sont remplies d'occasions pour développer des compétences langagières et sociales. Choisissez des activités ou des moments où vous savez qu'il existe un élément motivateur pour l'apprenant. Si d'autres personnes sont responsables de mettre en œuvre des parties de l'intervention, offrez-leur une courte formation afin de leur présenter les attentes. Par exemple, si un frère, une sœur, un grand-parent ou un enseignant ou autre membre du personnel ont un rôle à jouer dans l'intervention, assurez-vous qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont à faire. Si nécessaire, vous devez ensuite organiser l'environnement. Est-ce que votre intervention implique du matériel spécifique ou l'absence de matériel spécifique? Par exemple, pourriez-vous préparer une activité de bricolage avec un apprenant et placer tout le matériel dans un bac transparent pour inciter l'apprenant à demander les objets dont il a besoin? Vous pourriez également retirer des objets qui pourraient être une source de distraction pour l'apprenant durant l'intervention. Lors de la mise en œuvre, le ou les personnes impliquées devront interagir avec l'apprenant et créer un climat positif. Modélisez les comportements que vous souhaitez voir chez l'apprenant. Verbalisez vos attentes ou vos actions durant l'activité. Rappelez-vous que l'intervention dans l'environnement habituel doit contenir un élément motivateur. Donc, l'interaction doit être plaisante pour l'apprenant. Il est possible d'utiliser différentes stratégies que vous connaissez peut-être déjà, telles que l'incitation, le modelage ou le renforcement durant l'intervention. L'objectif est que l'apprenant vive du succès, donc assurez-vous de lui fournir tout le soutien nécessaire. Et finalement, comme pour toute intervention, vous devez suivre les progrès de l'apprenant afin de déterminer si l'intervention est efficace ou non. La collecte de données peut être complexe, mais peut également être très simple. Il pourrait s'agir de compter le nombre de fois où l'apprenant émet un certain comportement durant une certaine période de temps, ou encore mesurer la durée pour laquelle l'apprenant est capable de manifester un certain comportement. Les données vous permettront de déterminer vos prochaines étapes. Est-ce que l'objectif est atteint? Quelles sont les forces? Quels sont les défis? Elles sont essentielles au succès de l'intervention. L'intervention dans l'environnement habituel est non seulement bénéfique parce qu'elle agit sur la motivation de l'apprenant, mais elle permet également d'améliorer la qualité de son langage et de ses interactions sociales. Idéalement, l'apprenant aurait de nombreuses occasions durant la journée d'exercer ses compétences durant différentes activités. De plus, il s'agit d'une intervention individualisée à l'apprenant. Donc, elle peut être mise en œuvre différemment et selon différentes situations ou différents contextes d'une personne à l'autre. Contrairement aux interventions en environnement structuré, où il peut parfois être difficile pour l'apprenant de transférer ses acquis dans un contexte réel, les interventions dans l'environnement habituel favorisent la généralisation. L'apprenant a la chance de s'exercer dans différents contextes et à plusieurs reprises. Dans ce même ordre d'idée, ces interventions ne nécessitent pas un environnement physique particulier comme une salle de classe ou un bureau, ne nécessitent pas un horaire spécifique ou du matériel spécialisé puisqu'elles sont mises en œuvre pendant les routines et les activités déjà planifiées. Prenons un moment pour vérifier un peu nos connaissances. En planifiant une intervention dans l'environnement habituel, il faut considérer A. La routine et les activités quotidiennes de l'apprenant. B.
La routine et les activités quotidiennes de l'adulte. C. Les éléments motivateurs de l'apprenant. D. Toutes ces réponses. Ou E. A et C. Si vous avez choisi E, la réponse était A et C, vous avez raison. Lorsqu'on planifie une intervention dans l'environnement habituel, il faut considérer la routine et les activités quotidiennes de l'apprenant, ainsi que les éléments qui pourraient le motiver à manifester les compétences ciblées. On s'essaye encore? Les interventions dans l'environnement habituel nécessitent une planification au préalable. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si vous avez choisi vrai, vous avez raison. Il faut planifier les interventions en fonction de l'objectif sur lequel l'apprenant travaille. Si l'apprenant travaille les interactions avec ses pairs, les interventions devraient cibler ces interactions. Alors, ce webinaire, qui faisait suite à celui intitulé TSA et Interaction sociale, avait pour but de vous présenter d'autres stratégies qui peuvent être utilisées afin d'enseigner les habiletés sociales aux apprenants ayant un TSA. Nous avons discuté du modelage et du modelage par vidéo, ainsi que des éléments importants à considérer lors de la mise en œuvre de ces stratégies. Nous avons également discuté de l'importance de choisir des objectifs pertinents et atteignables, surtout pour des apprenants qui ont de grands défis dans le domaine des habiletés sociales. Il existe des centaines d'habiletés sociales qui pourraient être travaillées en tout temps, mais il est important de cibler les compétences essentielles qui auront le plus grand impact sur la qualité de vie de l'apprenant et des gens qui l'entourent. Ensuite, il faut partir de la motivation de l'apprenant afin d'augmenter la probabilité qu'il manifeste les compétences ciblées. Il faut également analyser les conséquences qui suivent ces comportements et tenter d'éliminer ou de minimiser les conséquences non renforçantes pour les remplacer par des conséquences renforçantes. Finalement, l'intervention dans l'environnement habituel peut être utilisée avec tous les apprenants ayant un TSA, peu importe leurs forces et leurs défis. Ce type d'intervention est également basé sur la motivation de l'apprenant et se déroule durant les activités ou les routines quotidiennes. Nous espérons que vous avez maintenant une meilleure conception de certaines stratégies pouvant être utilisées lors de l'enseignement des habiletés sociales. Bon succès et au plaisir de vous accueillir lors d'un prochain webinaire.